Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, restez. Pardon? Oui, c'est vrai. Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes sur l'émission Écoutez pour comprendre. Et à partir de cette écoute, vous allez apprendre des choses qui vont changer probablement votre raisonnement sur la question. Bon, on a le grand plaisir de recevoir M. Arnaud René Corail, exécutif, responsable de la commande publique et des finances de la CTM. M. René Corail, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour. Oui, bonjour M. Rabin, bonjour à la population martiniquaise et toute population qui nous écoute à travers Zouk TV. Je suppose effectivement qu'il y a quand même pas mal de personnes qui essayent d'entendre et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays, la Martinique. Et le but de notre émission, c'est d'échanger, c'est pas de se battre. Pour beaucoup de personnes, malheureusement en Martinique, on a perdu cette notion de débat. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi, inversement, vous ne pouvez pas être d'accord. L'important, c'est de donner l'information, permettre de comprendre ce qui se passe. Oui, bien sûr. Le fait est que lorsqu'on nous interroge, nous les élus, on veut... En fait, le journaliste veut entendre ce qu'il veut, non pas ce qu'on a pu apporter comme information à la population, mais quasiment faire du buzz sur tel ou tel dossier et essayer dans une émission, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, une émission sur le CARICOM, mais en même temps on pose des questions sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec le CARICOM parce que ça faisait un peu disons, ce qui se disait à la Martinique, alors que la population, elle souhaite savoir, comprendre pourquoi aujourd'hui aller dans la CARICOM, alors qu'on était déjà, pourrait-on dire, d'une manière plus subtile, effectivement sur le plan économique, dans la CARICOM, il y a très longtemps de ça. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup ont oublié les pacotilleuses. On a connu les pacotilleuses. Quand on allait au Venezuela. Au Venezuela, donc beaucoup de personnes s'approvisionnaient en équipement sur les États-Unis. Combien de Martiniquais, à Margarita et tout ça, oui. Combien de Martiniquais sont installés à Trinidad et combien de Martiniquais sont nés au Venezuela et où ils habitent au Venezuela. Moi, j'ai une famille des Trois-Îlets, la famille Fontaine, le Bananoumé, qui réside au Venezuela depuis des années et des années. Donc, ce commerce qui se faisait avec tous ces pays de la Caraïbe, y compris sur le territoire sud-américain, voire américain, combien de Martiniquais sont à New York, combien de Martiniquais sont à Miami. Donc, on faisait entrer pas mal de marchandises venant de tous ces pays-là. Quand on entend comment... dans les années 30, 40, les camions GMC arrivaient, donc General Motors, arrivaient des États-Unis, et donc les tracteurs et autres venaient aussi des États-Unis. Donc, jusqu'à maintenant, Caterpillar, nous recevons des camions et des tracteurs venant des États-Unis. Et tout cela, c'était le commerce de proximité que nous avions. Et régional. Oui, régional. Mais c'est vrai qu'on consommait des produits anglais. Bon, nous fabriquions Citrocol et jusqu'à maintenant, dans les îles de la Caraïbe, ils fabriquent le Bérum. Donc, on est passé au Foucault, on est passé à d'autres produits venant d'Europe. Mais à l'époque, moi personnellement, enfant, j'ai vendu aussi bien que Citrocol que Bérum. Donc, il fallait bien que des Martiniquais s'approvisionnent de Bérum dans la Caraïbe. Donc voilà, donc c'est ce que aujourd'hui qu'on voudrait remettre
en exergue et montrer que il y a ces produits-là. Bon, maintenant, il y a des normes. Il y a des normes pour permettre effectivement que ces normes, puisque nous sommes régentés, pourrait-on dire, par l'Europe et les France. normes européennes. Maintenant, comment les pays de la Caraïbe vont-ils s'adonner à respecter ces normes-là pour nous les vendre à nouveau, ces différents produits. Puis, le bon côté aussi, c'est les étudiants. Là, cette année, dans le cadre de Forméo, nous avons reçu aussi bien l'école de cinéma de Saint-Domingue. Nous avons reçu aussi des professeurs, l'école aussi bien de Trinidad que de la Jamaïque. Je me rappelle en 2015, lorsque la commune des Trois-Îlets, avec la région de l'époque, a monté l'opération Une fleur pour la Caraïbe, qui était l'anthurium, où là j'ai rencontré à nouveau un Saint-Lucien, un professeur d'horticulture qui enseigne à l'université des West Indies de Trinidad, là à Forméo, qui s'est rappelé effectivement que la ville des Trois-Îlets les avait rendu visite à l'université, avait rencontré ce professeur horticole, Saint-Lucien, donc qui enseigne, et là cette fleur de la Caraïbe que nous voulions mettre en exergue, puisque nous avons les mêmes fleurs. C'était bien sûr là aussi les floraliers internationales. Alors, pour certains, l'international, il faut venir d'Europe. Malheureusement, c'est comme ça que les choses se sont estompées. Parce que les années d'après, il y a eu cette affaire de floralier international, mais venant d'Europe. Nous, pour ne pas faire ce qu'on avait fait, donc à ce moment-là, pour ne pas poursuivre le travail que nous avions commencé avec la Caraïbe, d'autres ont choisi. Et c'est comme ça que nous sommes. Bon, nous voulons, avec effectivement les responsabilités que j'occupe à la CTM, nous avons cette volonté à nouveau de rencontrer la Caraïbe et d'aller et de montrer qu'il est possible que nous revenions à nos fleurs, particulièrement les anthuriums, et aller à ces anthuriums bleus sur lesquels ce professeur d'horticulture travaillait pour pouvoir faire concurrence justement à un pays qu'on connaît bien, qui vend beaucoup de fleurs. Bon, il y a bien sûr les pays d'Afrique qui un peu inondent un peu l'Europe, mais il y a ne pas oublier les Pays-Bas, Pays-Bas, Hollande, la même chose, qui inondent de fleurs la France, et qui a totalement fait concurrence à nos producteurs de fleurs de la Martinique, parce qu'il faut innover. Nous sommes au point être une niche. On rend compte, sans faire remonter dans la sève pour retrouver une couleur, ce serait naturel que la fleur soit bleue. Donc là, il faut faire des recherches, et ce monsieur qui a venu proposer effectivement, dans le cadre de la formation des jeunes après bac, pourquoi pas participer de venir et de faire des études dans l'université des West Indies, ou des stages, mais il faut que la CTM, le président de la CTM, M. Letchimi, au lieu d'Erasmus, de maintenir bien sûr Erasmus, mais Erasmus c'est l'Europe, d'aller vers le Césarus, donc pour pouvoir s'aimer un peu, aller dans les universités de la Caraïbe, pour aussi participer au développement de cette faculté West Indies, avec nos connaissances, nos compétences, et j'en passe, qui pourraient être en partie importées de faisabilité d'Europe pour pouvoir permettre de créer des niches. Parce que nous, petit pays, on ne cesse de dire que la Martinique peut se développer, mais sur des niches. Niche de café, niche de cacao, niche... Aujourd'hui, on se rend compte que tout dépend du terroir. Nous avons les cacaos du Nord, ne sont pas les cacaos du Sud. Non. Voilà, donc les cacaoyers sont peut-être les mêmes, mais il y a... Le produit n'est pas le même. Le produit n'est pas le même. Donc on ne cesse de le dire. Maintenant, ces niches-là, c'est vrai que lorsqu'on fait des productions de niches, les coûts sont plus élevés. Et maintenant, avec le POSEI, s'il y a une partie de ces finances venant d'Europe
qu'on pourrait abonder effectivement ces productions cacaoyères ou caféières qui permettraient, outre l'ananas, il y a d'autres produits qui pourraient servir de niche et que les jeunes, après leur formation, puissent... on va nous dire, on va sortir tous ces problèmes de terre. Maintenant, nous demandons aux Martiniquais, sans se défaire de leur propriété, qu'au lieu qu'il y ait des campèches dessus, que ces Martiniquais permettent de louer la terre à ces jeunes, hein, ne serait-ce que de louer. Ils vont retrouver, au lieu de... C'est vrai que l'impôt sur les... Là aussi, on peut parler en tant que maire, et je regarde le chiffre 3 îlets, par exemple, le montant de la taxe foncière sur les propriétés non constructibles, hein, propriétés agricoles et naturelles, ça rapporte que 19 000 € à la commune. Ça veut dire que ce que ça veut dire, vous voyez bien, sur 2800 hectares, 19 000 €. Donc ça n'a rien à voir avec effectivement les zones constructives ou les maisons où vous êtes à 2,8 millions. Donc c'est pas la même chose. Donc effectivement, le propriétaire terrien ne payant quasiment rien en termes de taxes foncières sur les terres agricoles ou naturelles, il se dit, bon, de toute façon, pourquoi vais-je louer je paye cette taxe-là. Je préfère garder mes terres en friche, avec des campèches, que de louer, parce qu'il y a des risques que l'agriculteur qui va louer mes terres, demain puisse dire, c'est lui, par, je ne sais pas, réforme agraire, je ne sais pas qui pourrait se passer dans ce pays, parce que c'est ce qu'on me dit. Si demain il y a une réforme agraire en eau, est-ce que mes terres, on ne va pas les prendre pour pouvoir donner à l'agriculteur, parce qu'il y a... l'État martiniquais a décidé une réforme agraire, il récupère mes terres pour celui qui cultive la terre. Parce que, bon, dans les temps anciens, la terre appartient à celui qui la cultive. En termes de commande publique. Donc les difficultés sont là, notre comportement aussi étant là, et qui empêche effectivement tout développement. En termes de commande publique, est-ce qu'avec le CARICOM, c'est la CARICOM ou le CARICOM? Alors, non, c'est la CARICOM. Est-ce que on peut développer la commande publique vers cette région? Non, ce n'est pas ça, c'est l'importation et l'exportation vers la CARICOM. La commande publique, c'est autre chose. La commande publique est ce que nous commandons dans le cadre de marché pour la réalisation de biens, d'équipements, pour pouvoir permettre d'améliorer les conditions de vie et de circulation et de transport de la population martiniquaise. Mais une entreprise, par exemple, qui pose des tuyaux. Oui. Eh bien, soumissionner dans n'importe quelle ville de la Caraïbe. Ça se fait déjà. Il y a des entreprises qui ont travaillé beaucoup sur Sainte-Lucie, parce que ces entreprises-là, bénéficiant l'appel à projet mené soit par l'Europe directement pour ces PIA, soit directement ces PIA qui lancent, et n'ayant pas toujours la technicité pour la pose de canalisation. On a vu des entreprises martiniquaises soit réaliser des ponts et des routes sur Sainte-Lucie, soit la pose de canalisation d'eau usée ou d'eau potable sur Sainte-Lucie. Mais à ce moment-là, c'est des appels à projets qui sont lancés par ces pays ou directement par des organismes, après la COFAC, des organismes européens, qui lancent des projets dans le cadre du développement de ces îles à la demande de ces pays, et qui, donc, les entreprises martiniquaises et guadeloupéennes ont répondu à ce type de marché. Mais là, c'est pas nous, en Martinique, ce n'est pas la CTM qui a quelque chose à voir là-dedans, hein, donc pas du tout. Alors, localement, est-ce que c'est vous qui avez, je dirais, le sac monétaire, c'est vous le distributeur, le GAB? Non, mais justement, on lutte qu'il n'y ait pas de GAB. Ce système qui malheureusement a existé ou existe, hein, le système de... le président a appelé ça open bar. Donc, ça nous a coûté cher. C'est pas à lui que ça coûte cher.
Non, je C'est à comprends. nous, La Martiniquais, que ça coûte cher. Ça nous a coûté cher, la Martinique. C'est à nous, Martiniquais, que ça coûte cher. C'est-à-dire que toutes les décisions prises à un certain moment, eh ben, on paye les conséquences. Soit des avantages, soit des inconvénients. Le système open bar, c'est quoi? C'est-à-dire, on dit, bon, sur une plateforme, vous vous inscrivez et vous avez bénéficié de tel montant de subventions assez rapidement, jusqu'à 6 000 euros, toutes des choses de ce genre. Bon, tout à fait normal que c'est une campagne, on se dit, mais là, il y a de quoi prendre, même si la compétence est l'affaire de l'État, mais l'État a des règles. Contrôle de la légalité et tout. L'État a des règles de répartition, l'État a un budget, et le budget, quand le budget est arrivé à la consommation, l'État dit, bon, c'est fini. C'est fini. Et l'État peut parler de report. Mais nous, on parle de report, mais sans report. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, vous prenez l'exemple d'aide à l'amélioration de l'habitat. Donc, vous avez l'amélioration de l'habitat, on demande à des associations ou des entreprises de pouvoir monter un dossier pour un propriétaire qui nécessairement a besoin d'améliorer ses conditions de vie. Parfois, c'est aussi des personnes atteintes d'un handicap, certaines de personnes âgées. Donc la maison, ça coule, les toitures, il y a des fuites de toitures et tout ça. Bon, c'est ce que nous recevons en mairie. Et à ce moment-là, ces organismes, hier c'était le PAC, on a connu, hein. Oui. Malheureusement, ce qui est devenu le PAC. Donc on a connu tout cela, où les gens s'adressaient, mais à l'époque on demandait effectivement le titre de propriété, un certain nombre. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait, c'est pas exactement la même chose. Vous pouvez, donc vous vivez dans la maison mérite d'être améliorée. Tout à fait normal qu'il y ait un organisme qui évalue le montant des travaux, et vous le présentez. Ce dossier-là, l'organisme présente cela lors d'une commission à l'ADEAL. L'ADEAL analyse le dossier, l'ADEAL a un budget de l'année, l'ADEAL, ça va entre 20, 30, quasiment à 30 000 euros, et, parce que parfois il y a des dossiers de plus de 100 000 euros d'amélioration de l'habitat. Donc l'État apporte sa quote-part. Hier, il y avait la CGSS, mais pour ceux qui sont des retraités, il y a la CAF, il y a d'autres organismes comme retraite des fonctionnaires, tout dépend du niveau du fonctionnaire. Avec sa retraite, il peut aussi obtenir l'aide de leur maison de retraite de fonctionnaires, l'aide des LIOCOM, donc il y a des aides, donc des sièges un peu partout, l'aide des communautés de communes. L'Espace Sud peut apporter, puisque a voté un PLH, un programme local de l'habitat, donc permet effectivement à tous ces organismes de participer à l'élaboration, au financement, au cofinancement du projet que cette association ou entreprise relève pour améliorer les conditions de vie et d'habitat de cette famille. Donc, mais cela prend un temps. On dit aux gens, bon, essayez dans les 6 premiers mois de présenter votre dossier, parce que le budget de l'État n'est pas extensible. Donc, mais par contre, le budget de la CPM n'est pas non plus extensible. Il y a une somme qui est votée chaque année par la CTM en termes de ce qu'on appelle le budget, en termes de crédit de paiement. Le crédit de paiement, c'est véritablement ce que vous avez dans la poche. Donc, ce montant-là, vous ne devriez pas le dépasser. Vous êtes en 2023, le total des autorisations que vous allez donner, des arrêtés, parce que arrêtés délibérés, parce que ça s'est pris directement au conseil exécutif, vous n'allez pas en plénière, vous allez directement au conseil exécutif, vous dire, ben voilà, un arrêté délibéré d'une somme pour l'amélioration de l'habitat de telle personne. Maintenant, quand le budget prévu
en termes de crédit de paiement est arrivé à terme, vous êtes contraint de transférer les autres dossiers sur l'année suivante. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, le système est que, lorsque vous prévoyez, disons, 2 millions d'euros dans l'année, le global dossier. Vous prévoyez dans votre budget, en crédit de paiement, c'est ce que vous pouvez payer dans l'année que 2 millions d'euros. Donc, vous ne pouvez accorder que 2 millions d'euros de l'année 2023. Mais c'est vrai que en 2023, vous allez payer les travaux réalisés en 2022, voire 2021, voire 2019, parce que ça prend du temps pour terminer les chantiers, pour contrôler les chantiers, pour tout cela. Alors, normalement, ce qu'on appelle report, et ce que l'État fait si bien, mais nous ne faisons pas. C'est-à-dire que vous avez 2 millions, mais vous avez payé 1,5 million. Vous devez reporter 500 000 sur le budget suivant. Oui. Le budget suivant doit être 2,5 millions. Oui. Mais quand le budget suivant est toujours de 2 millions, il vous manque 500 000. Cette quantité disponible, vous ne pouvez pas Donc, l'utiliser. quand ça se cumule comme ça, ben vous vous retrouvez avec 15 millions à payer, alors que vous n'avez que 2 millions. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous avez un reste à payer de 13 millions. Eh bien, c'est cela qu'il faut régulariser au fil du temps, sur la base de, comme on l'a fait en 2024, à un moment donné, on a dû chercher de l'argent pour pouvoir abonder ce chapitre-là de 6 millions pour arriver à payer les antérieurs, les sommes à payer, les antériorités à payer. Donc, à un moment donné, on s'est dit, mais on ne peut plus. Mais entre-temps... Voilà, mais tout cela, ça ne veut pas dire que... Ça n'a rien à voir avec les retenues de garantie. Non. Rien à voir avec les retenues de garantie. Alors, on parle d'autorisation d'engagement. L'autorisation d'engagement, c'est mis dans un budget, et surtout avec le système, malheureusement, qui s'est opéré au sein de la CTM. Moi, je regarde, je dis, mais votre autorisation d'engagement ne diminue pas, ne cesse que d'augmenter. À quel moment avez-vous passé l'annulation de ce que vous avez payé? Ni en autorisation de programme, monsieur, ni en autorisation d'engagement, ces écritures-là ne sont passées. C'est maintenant qu'on demande de nettoyer tout cela. Je ne cesse de le dire à chaque plénière où je présente des chiffres, qu'il y a un problème dans les autorisations de programme et qu'il y a un problème dans les autorisations d'engagement. Parce que l'autorisation engage, certes, mais de l'autre côté, en crédit de paiement, vous ne les avez pas. Donc, vous ne pouvez pas payer. Pardon. Là, c'est d'une cuisine interne. Ce n'est pas de la cuisine interne, c'est malheureusement la population ne saisit pas. Mais le bénéficiaire, je dis que c'est normal. J'ai toujours dit que c'est normal que l'homme Tisson-Son, lui, il attend une somme qu'il ne reçoit pas. C'est ce système de comptabilisation qui existe dans les collectivités. Mais quand comptabilisation de collectivité dit argent. Oui. Et là, ce n'est pas si évident pour cela. Mais lui, entre-temps, il n'a pas reçu cet argent. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve, à un moment donné, à ne plus pouvoir payer sur tel ou tel chapitre. Parce que ce chapitre n'a pas d'argent dessus en crédit de paiement. Oui, mais ça devient une catastrophe pour ce bénéficiaire. Mais bien sûr. Pour l'entreprise qui a fait les travaux. Enfin, chaque personne, c'est une conséquence. Et, oui. Et c'est là où on entend régulièrement sur les gens partout dans les conversations et autres que la CTM ne paye pas. Là, vous portez une explication. La CTM paye. Non, mais là, vous portez une explication. On a quand même une recette, on paye. Je ne dis pas les salaires des agents sont payés, l'APA est payé, la PCH est payée, oui, tout le volet social, est payé. Il y a une partie du volet économique qui n'est pas payée. Voilà. Mais tout le volet social est payé. Nous sommes d'accord, mais la partie économique a des incidences. Ah ben bien sûr. Sur le salarié, sur le foyer, bien sûr, sur tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Justement.
Et même sur vos communes, parce que quand on voit l'état des routes, quand non, on voit c'est tout pas ça, on peut pas. Il faut pas mettre l'état des routes. Je sais qu'il y aura toujours des trous dans les routes. Je ne connais pas de pays où il n'y a pas de trous y compris aux États-Unis. Donc, ce système de dire que nous avons un mauvais état des routes, mais est-ce que entretien des routes, et ça deviendra, il faut déjà vous mettre en tête que ça deviendra de plus en plus difficile. L'état des routes, si on veut... De réparer ou bien d'arriver... Non, mais la réponse est là. La réponse est là. Oui. Je peux prendre la taxe sur les consommations. Eh ben, au mois de janvier, consommation de l'essence, hein, oui, a diminué de 2 millions d'euros. C'est les Martiniquais qui les payent. Oui. Pourquoi? Cette taxe a diminué pourquoi? Eh ben, il y a la morosité. Pendant toute cette période où les gens ne savent pas, bon, peut-être au mois de février, on voit beaucoup plus. Parce qu'il ne faut pas mettre de côté la consommation lorsqu'il y a des touristes qui rentrent dans le pays. On voit le nombre de voitures qui sont louées. Oui. D'accord? Donc, ça, on l'oublie. À un moment donné, les parcs automobiles de location sont remplis. Et puis, à des moments, les parcs automobiles sont vides. Pendant la période touristique, pendant le mois de janvier, décembre, janvier, nous avons connu ce que nous avons connu. Donc, il y a économiquement moins de consommation d'essence. En plus de cette moins consommation d'essence, même si le nombre de véhicules électriques ou hybrides augmente, mais ça n'augmente pas d'une manière exponentielle, même pas d'une progression arithmétique. Donc on ne peut pas penser que c'est à cause uniquement de ça. Mais là, il y a aussi une diminution de la consommation. Qui dit qu'on diminue de la consommation? Diminution de recettes. Diminution de recettes pour la CTR et diminution de recettes pour reversement aux communes, ce qu'on appelle le fonds d'investissement routier. Donc il faut... Donc, quand on dit que la commune répare sa voirie à partir en termes de fonctionnement, puisque le FIR, contrairement à ce qu'on avait entendu autrefois, le FIR abondait le chapitre investissement. Aujourd'hui, c'est le chapitre fonctionnement, ce qui permet effectivement d'améliorer les routes, boucher les trous, des choses de ce genre. Mais les recettes, puisque la CTM, directement par l'État, par le service des douanes et la DGFiP, ne peut reverser de ce qu'elle reçoit, aussi au niveau de l'octroi de mer. Quand on dit le Martiniquais participe à son développement, quand pendant quelque temps, on a entendu beaucoup dire que c'est l'octroi de mer qui renchérit le prix de la marchandise, beaucoup de nos sachants n'ont cessé d'écrire là-dessus. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. C'est vrai que se dit, bon, il faut que l'État paye, dans le cadre de la réparation, que l'État paye. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pas parce que les élus ne réclament pas, ne demandent pas, ne répondent pas aux appels à projets, ne répondent pas, ne déposent pas des dossiers de financement que l'État, parfois l'État nous reproche de ne pas avoir consommé ce que les subventions qui nous sont attribuées. Mais en même temps, vous consommez les subventions attribuées à condition que vous ayez votre quote-part. Si vous construisez une maison, avant de construire la maison, le banquier regarde d'abord que vous ayez consommé votre quote-part, c'est-à-dire les 20-30% de votre apport, avant de vous donner 1 centime. C'est exactement la même chose pour une collectivité. On a l'impression que tout est financé à 100% par des cofinanceurs. C'est pas vrai du tout. Si vous n'avez pas votre quote-part dans la commune, la part communale, vous ne pouvez pas faire les investissements dont vous voulez. Alors quand on m'a reproché ça, par exemple, aux Trois-Îlets, lorsque je sortais, y compris même par les propres élus, quand ils arrivent tout jeunes au conseil municipal, ils arrivent, ils se disent, mais bizarre, pourquoi il y a des excédents de fonctionnement? C'est Carnot, tu n'as pas dépensé l'argent pour la fête, pour ceci, pour ce... L'excédent de fonctionnement que vous avez là, au 31 décembre de l'année, finance, on le reporte, cet excédent-là, dans l'investissement. C'est ça compte pas. Et ça a pris du temps pour que cette compréhension se passe et soit, que les choses soient bien comprises aux Trois-Îlets. Vous dire, mais on a intérêt à faire quasiment 1 million d'excédents de fonctionnement.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné payé le personnel, on n'a pas payé l'électricité, on n'a pas fait suffisamment de fêtes, on n'a pas fait suffisamment, je ne sais pas de quoi. On va dépenser. Non. Dans le budget, lorsqu'on vote le budget, on prévoit déjà qu'il y aura cette somme pour pouvoir investir. Alors, il y a deux manières d'investir. Il y a d'investir en payant des entreprises, donc par des travaux réalisés par les entreprises, mais il y a aussi des travaux réalisés par la régie municipale. Et cela, c'est dans le cadre de l'excédent de fonctionnement que vous payez cela. Et ça, c'est pas évident parce que c'est des choses que vous constatez dans le cadre de l'exercice du compte administratif suivant, mais que vous avez déjà dépensé. Alors, si vous l'avez dépensé et vous n'avez pas cet excédent-là, vous vous trouvez avec un état de fonctionnement, un résultat de fonctionnement négatif. Oui. Et s'il est 10% supérieur à plus de 10% des recettes que vous puissiez avoir, c'est monsieur le préfet qui prend la main. C'est monsieur le préfet qui prend la main, c'est pas la partie investissement. Vous êtes mis sous tutelle. Vous êtes mis sous tutelle, c'est la partie de fonctionnement qui regarde. Vous dites, mais attendez, mais là, vous dépensez trop en termes de fonctionnement de la collectivité. C'est-à-dire que vous vivez, ce que vous me disiez tout à l'heure, au-dessus de vos moyens. La commune vit à ce moment-là au-dessus de ses moyens. Alors, c'est la première chose qu'il vous demande. Maintenant, le personnel contractuel que vous avez, il faudra réduire ceci. Vous ne pouvez pas couper l'eau, vous ne pouvez pas couper l'électricité, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, quand on regarde la masse salariale qui représente 60% des recettes de fonctionnement, il vous dit, mais c'est là que vous en avez trop. Vous en avez trop. Donc, il ne faut pas arriver à ces extravagances, à ces choses ces résultats qui créent, en fait, de malaise auprès d'une certaine population. Parce que quand vous dites à l'employé que son contrat arrive à échéance, que vous ne pouvez pas le garder, que vous ne pouvez pas ceci. C'est pas si évident que ça. C'est des êtres humains que vous avez en face. Et donc, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, ni en tant que personne, ni en tant que responsable de collectivité. C'est ce que je m'attribue depuis bientôt 36 ans. Un bon français de France, c'est selon que c'est derrière ou caleçon. Oui, bon, je peux pas si je connais les expressions de mon père ici, ce serait pire de ce que je vais dire. Bon, non, mais je connais bien les termes créoles de chez nous, qu'on doit garder. Je suis de la campagne. Je connais les termes créoles qui est beaucoup plus imagé que ça, qui permettent effectivement à celui qui... mon père disait qu'il a pété plus haut qu'il bondait. Oui, donc, allez comprendre, c'est ces termes imagés que nos jeunes n'ont pas et qui se permettent de n'importe quoi. L'image voudrait dire bien sûr ce que cela veut dire et qu'il faut l'interpréter et il faut à ce moment-là faire... voilà. Donc, ou sinon, beaucoup de gens, souvent... j'entendais, quoi vendre en choupoule. Oui, qu'à compter. Oui, il y a une chose. Non, mais ils l'ont déjà vendu. Oui. C'est même pas compter. Bien compter ou vendre, mais c'est surtout dans le sud. Dans l'aide qui a été attribuée aux personnes qui mettent un réservoir d'eau, une récupération d'eau de puits. Oui. Il y a eu tout un réaménagement qui a été fait là. Oui, mais attendez, il y a deux choses. Moi, il y a... Et ça a coulé beaucoup d'entreprises, cette affaire. C'est pas que ça a coulé beaucoup d'entreprises. Qui n'ont pas reçu les sommes. Non, on a arrêté de... moi, un exemple. Non, si l'entreprise a installé un système chez X, chez Y, sans tenir compte effectivement de la situation financière de cette personne, sans compter, se pensant que la CTM, c'est le bar ouvert, open bar. Donc à ce moment-là, les entreprises sont allées installer ici et là des systèmes de récupération d'eau pluviale. Mais ceux qui ont reçu leur arrêté de subvention sont payés. Maintenant, que sur la plateforme qu'on ne peut plus faire ça parce qu'on n'a pas... Il faut payer d'autres dettes que ce genre de système à mettre en place. Il y en a qui n'ont pas pu le faire chez eux.
Il y en a qui continuent à le faire avec leurs propres moyens. Avec leurs propres moyens. Il y en a qui ne le font plus. Voilà. Bon. Maintenant, vous savez, c'était un système aussi, moi je suis responsable de l'assainissement. Vous savez, quand on met ce système en place, parce qu'il y a d'autres répercussions économiques sur lorsqu'on ne consomme pas l'eau potable et qu'on consomme l'eau de pluie pour ses toilettes, pour la lessive et j'en passe, pour la Vendée, pour j'ai une répercussion sur l'assainissement public. Ah d'accord, vous avez bien compris. Non, donc de l'autre côté, la facture d'eau, que je demande effectivement que cette facture soit moindre pour les personnes de faibles moyens financiers, de faibles moyens, c'est tout à fait normal. Payer 600 € d'eau, même si c'est tous les 6 mois, même si il faut payer 600 € d'eau. Bon, c'est beaucoup. C'est trop pour certains, beaucoup pour d'autres, peut-être pas assez pour certaines personnes qui pourraient payer plus. Donc, sur le plan social, les factures sont réparties d'une certaine manière pour que les 25 mètres cubes et ceci et cela coûtent moins cher jusqu'à celui qui gaspille trop. C'est pratiqué maintenant ou bien c'est déjà pratiqué. Oui. Maintenant, il faut aller au-delà, peut-être des 25 mètres cubes, comme demande le comité citoyen du Sud. Donc, pour pouvoir diminuer, voilà. Mais quand il s'agit d'assainissement, et vous n'avez pas cette consommation d'eau, donc la facture d'eau diminue, la consommation d'eau diminue, mais en la recette en assainissement diminue. Donc il y a une répercussion. Il y a une répercussion. Et cela aussi, quand on analyse, nous sommes un petit pays. Donc cette répercussion, si vous n'arrivez pas à compenser, parce que l'eau paye l'eau, y compris les déchets payent les déchets, donc le pollueur doit payer ce qui pollue. Bon, dans tous les domaines, je suis pour chlordécone, tout ce qu'on peut parler, pesticides, tous ces pollueurs-là doivent payer ce qui pollue. Maintenant, s'il pollue l'eau, il doit avoir une contravention suffisamment importante pour pouvoir éviter que la prochaine fois qu'il fasse mettre les choses en règle pour éviter toute pollution. Donc le problème, c'est que le fait est que tous ces gens, nous arrêtons un certain nombre de plateformes parce que les gens y vont dessus. Que ce soit pour l'aide à l'habitat, que ce soit pour l'aide à l'emploi, que ce soit pour l'aide à ceci et cela. C'est-à-dire qu'on a pris... on veut remplacer l'État alors que nous ne sommes pas indépendants. On peut le dire qu'on veut, on est pour l'indépendance, on est pour ceci, mais parfois ce sont ceux qui sont les plus français qui peuvent dire ça. Le problème, c'est on prend en lieu et place. Voilà. Non, il faut faire ce qui est du ressort de l'État, doit rester. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accompagner. C'est comme si on nous dit, nous sommes responsables de la santé publique. Oui, en tant que maire, j'ai une responsabilité dans l'hygiène et la santé publique. Mais ça ne veut pas dire que je vais remplacer... Régalien, c'est pas vous. Même pas, je ne veux pas dire que c'est un pouvoir régalien. Mais ce qui est à l'État est à l'État. Vous ne pouvez pas participer à outrance à l'installation d'un hôpital alors que vous n'avez pas les moyens de pouvoir répondre à votre compétence qui est l'amélioration des conditions d'accueil des enfants à l'école. Ouais. Donc il y a certains qui nous demandent quasiment, oui, il faut quasiment financer les hôpitaux, des choses. Non. Mais c'est trop facile. Et alors qu'il y a les écoles, et les lycées, et les collèges qu'il faut réparer. Parfois, et reconstruire des collèges qui ne sont pas parasismiques, alors on ne peut pas tout faire. On ne peut pas, ce n'est pas extensible. On est déjà après 2 milliards d'emprunts. Il faut un beau jour se poser la question, donc il faut trouver des cofinanceurs, donc apporter sa quote-part, mais surtout rester dans son domaine de compétences, tout en montrant que le Martiniquais, donc la CTM, est favorable
à la reconstruction de l'hôpital du Saint-Esprit, est favorable à la reconstruction de l'hôpital de Trinité, est favorable à ce qui concerne les meubles Ventura, à tout ce qui va se passer autour du centre de la MENA, à d'autres centres des personnes, de ce qu'on appelle les EHPAD publics de chez nous, qu'il faut tenir compte de ce que malheureusement de plus en plus de personnes atteintes de multipathologies et qui sont dans ces centres-là et qu'il faut leur donner une fin de vie meilleure. Pour revenir à la notion de l'assainissement, je sais qu'à un moment donné, on avait voté une taxe sur la récupération de l'eau de pluie. Oui. Et elle s'applique quand? Non, on n'a pas appliqué cette taxe. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a toujours des taxes. Il y a des taxes, le montant de la facture. On l'a vu sur la facture. Par exemple, l'Office de l'eau, quand on paye sa facture d'eau, c'est plus de 8 et quelques % qui sont prélevés pour permettre à l'Office de l'eau de mener beaucoup d'actions, contrairement à ce d'investissement et autres. D'actions, d'analyse pour que l'eau soit, disons, de plus en plus contrôlée de ce que nous buvons, de ce que nous consommons, puisque le corps humain consomme beaucoup d'eau. Maintenant, il faut, et l'Office de l'eau, c'est son rôle. Alors, chacun paye 8 par rapport à sa facture, 8,31%, plus que la TVA, octroi de mer et autres, pour permettre cela. Et en même temps, l'Office de l'eau, avec ses analyses, parce que il y a des agents, techniciens, ingénieurs au sein de l'Office de l'eau, mais l'Office de l'eau répond à des appels à projets. L'Office de l'eau lance des appels d'offres pour pouvoir faire des analyses. L'Office de l'eau accompagne l'État, donc la DEAL, dans le cadre et l'OFB, dans le cadre d'analyse des masses d'eau. Masse d'eau, c'est tout, c'est tout ce qui arrive des mondes, mais aussi tout ce qui est autour de la Martinique, c'est ce qu'on appelle voilà, donc ces masses d'eau. Donc toutes ces analyses sont faites pour permettre effectivement à la Martinique de connaître effectivement la situation à un moment X, à un moment donné. On ne peut pas constamment savoir. C'est des analyses. Et puis, comme l'ai dit à cette commission à l'Espace Sud, on ne peut trouver que ce qu'on cherche. Malheureusement. Donc, on sait qu'on recherche à peu près 250 molécules dans l'eau, quelle que soit la masse d'eau, pour permettre effectivement de savoir ce qui se passe. Et alors, le problème, c'est les normes. On dit, on ne dépasse pas la norme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuisance. Mais par bioaccumulation, voilà. Mais, par cocktail, voilà. On est complet. Oui, si vous buvez trop de produits sucrés, vous risquez soit de grossir, soit d'avoir le diabète, soit d'aggraver votre diabète. C'est l'être humain. On dit, mais l'eau au robinet est une eau potable qui n'a jamais tué personne. Moi, je consomme l'eau du robinet. Quand vous êtes à l'école, je ne vois pas qu'est-ce que vous pouvez boire d'autre, sauf certains qui avec le bouteille d'eau, des choses de ce genre. Et on sait aujourd'hui ce qui se passe, tout dépend de la durée de l'eau dans la bouteille. Là, vous avez des risques. Donc, vous avez parfois plus de risques avec l'eau en bouteille que l'eau du robinet qui est contrôlé et qui jusqu'à une certaine limite. Il faut changer les normes. Et il faut qu'il y ait une évolution. Dans l'eau. Il faut qu'il y ait une évolution sur la norme. Et qui sait aujourd'hui la science a bougé. De l'usine de la Rivière Blanche, qu'arrivé au François, qu'on ajoute encore du chlore pour permettre parce qu'il y a une perte cette chloration intermédiaire, nous l'avons demandé, nous l'avons obtenue. Moi, je ne savais pas. C'est un combat qu'on a mené parce qu'on nous donne aujourd'hui, je le sais parce beaucoup de que j'ai la chlore au départ, responsabilité. et puis ils vont à bout de là par été. Donc on a fait de la chloration intermédiaire. Mais maintenant, aujourd'hui, nous demandons que la norme cette norme que scientifiquement, ça a changé.
maintenir la norme que l'Europe nous impose. Non, mais ça... Est-ce que cette norme-là est dans la Caraïbe? Pas toujours. Moi, j'ai participé nous sommes d'accord. Comparaison n'est pas raison. Jamaïque. Il y avait beaucoup de pays de la Caraïbe qui ne respectaient pas la norme européenne, qui étaient au-dessus de la norme européenne. Mais nous sommes dans un système où... Ils ne sont pas morts pourtant. Ça va d'où ça? Je ne sais pas. C'est ça qu'on pose la question. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un système qui permet de faire le nécessaire pour améliorer les choses. Aujourd'hui, politiquement parlant, il faut améliorer la question de normes dans les analyses de l'eau. Oui, mais ça, c'est scientifiquement... Nous dépendons, il y a des scientifiques, ceux qui font des analyses. Alors, il y a ce manque de confiance à nous propres Martiniquais. C'est pas ça. On a un laboratoire territorial qui est ici, la neige mangée, la neige président, la neige mangée en l'eau, celles et ceux qui font ces analyses, que Valence je vois mal un ingénieur. Il a été tué, Valence a été tué par les décisions politiques locales. Le problème, il est là. Ils ont une formation européenne. Un ingénieur aujourd'hui, on est obligé d'expédier les analyses à Valence, alors qu'on a un laboratoire de la même compétence que Valence. Je ne sais pas si sûr que ça. Donc, moi, je connais encore, vous savez... Ce sont des choses factuelles. Vous savez, il y avait des laboratoires qui appartenaient bien à des Martiniquais dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez vu la DAS à l'époque. Vous avez vu le groupe aujourd'hui qui font ces analyses? C'est le groupe Eurofund. Ça veut dire ce que cela veut dire. Oui. D'accord? Non, mais là, aujourd'hui... Alors, pourquoi? Simplement, si l'ensemble des labos s'étaient regroupés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, il y aurait eu le type de machines nécessaires pour pouvoir faire quelle que soit l'analyse. On a les mêmes appareils qui sont ici à la Favorite sont identiques à Valence. Valence, c'est pas si sûr que ça. Ma formule dans les Sankadou, la neige mange moins. Beaucoup parlent, mais moi aller. La neige mange moins pour nous. Vous ne pouvez pas dire que la rivière a emporté toutes ces machines de Valence. Non, Zot, pas d'où. Zot là, c'était le matériel. Zot tué les laboratoires Martinique. Pour la directrice a démissionné de son poste. Le matériel évolue d'année en année. La technologie ce que nous allons acheter demain pour cet Ebium, ce laboratoire qu'on va mettre en place qui sera, compléter le laboratoire de Martinique, c'est pour encore faire nombre de recherches autour de nos plantes, de nos fruits. Tout ça, c'est pour faire évoluer. Les machines ne sont pas les mêmes. On parle de commande publique. Je passe des marchés de machines. Si on avait déjà ces mêmes machines, on n'aurait pas en acheté d'autres. Je vous dis, il faut parfois un nombre d'analyses pour nous permettre effectivement à une machine économiquement d'être viable et d'avoir les ingénieurs labos avec de hautes compétences qui sont des Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais et autres qui existent, nous les avons ici. Qui auraient pu. Nous les avons ici. Aujourd'hui, nous continuons à demander effectivement, parce que nous ne disposons pas de ce type de matériel, peut-être on dispose des compétences humaines, des jeunes qui sont bien revenus, mais la machine n'y est pas. Donc à ce moment-là, il faut qu'on l'ait, mais on est tenu pour pouvoir économiquement, parce qu'on oublie ce côté-là, économiquement que ça soit viable, mais aussi scientifiquement en termes de sécurité, qu'il y ait suffisamment d'analyses et de cas pour nous permettre effectivement d'avoir des résultats performants et des résultats. Et ça, c'est l'analyse technique. C'est une analyse que nous, souvent, on parle beaucoup. En Martinique, on parle beaucoup. Maintenant, est-ce que nous, Martiniquais, nous investissons suffisamment? Attends. Vous venez de me dire il n'y a pas si longtemps que dès le 10 du mois, le 15 du mois, il y a quasiment plus d'argent. Oui, donc c'est-à-dire que l'individu martiniquais n'a plus les moyens de pouvoir. Après, il vit sur ce fameux découvert 50% de son salaire qu'on lui accorde donné pour lui permettre de finir le mois. C'est bémo. Ce qui est malheureux chez nous. C'est bémo. Moi, je ne peux pas laisser au 10 moins qui doivent là, sauf une dit là. La neige mange moins. Pour aller chercher, comprendre, accompagné de scientifiques, pour qu'on puisse faire que les analyses qui se faisaient à Lille se fassent à Valence. Christian Ursulé, premier directeur de l'ARS,
Il avait compris le message. Il a fait le nécessaire avec le préfet, c'était Corbino préfet. Et en allemand, on a fait les analyses là. Mais aujourd'hui, ce laboratoire, les problèmes de financement, de paiement et compagnie, à un moment donné, l'ancienne mandature a tué ce laboratoire. Macadou, au point où l'ancienne directrice, elle a dû démissionner de son poste, à Tchéméa dans l'autre côté. Le problème aujourd'hui, nous avons la capacité humaine pour faire ces analyses-là. Maintenant, on n'a pas, pour quelle raison, je ne sais pas, on n'a pas fait le renouvellement de protocole. Résultat, nous sommes obligés d'expédier nos éprouvettes à Valence. Et dans tous les rapports que nous avons en main, il est clairement indiqué que le temps est trop long de transfert. Or, nous tenons, il a tout pris là. Maintenant, il faut qu'on puisse s'en occuper politiquement. Qu'est-ce que ça vous coûte, vous les élus? Nous avons assis là, le pied Margot, nous avons dit, voilà les j'ai donné à quelques élus les analyses, les vraies analyses de l'eau. Je parle de vraies analyses de l'eau. Je ne peux donner au laboratoire d'hygiène le budget que nous pouvons tirer du budget principal de la collectivité. Le pire de l'affaire, c'est que je parlais à nous en tant qu'association. Ce n'est pas mon principe. Mais je ne parle pas l'audio. La fuite en avant, je ne parle pas l'audio, je parle des élus de Martinique. Faisons un point de responsabilité face à ça. Même si l'Europe nous accompagne, même si l'État nous accompagne, avons-nous les moyens financiers de ce que nous voulons? La volonté politique de régler le problème sanitaire. Ce n'est pas parce qu'on a une volonté politique. Quel est l'homme, quel qu'il soit, de quelque parti qu'il soit, martiniquais ou autre, qui n'a pas la volonté de faire évoluer les choses? Mais parfois, il y a un frein de l'autre côté. C'est le frein financier. Pour l'Assemblée unique, je mettais tout volonté. La santé martinique, oui, alors ce sont toujours ceux qui sont effectivement de quelques pays du monde à l'extérieur qui ont toutes les solutions. Nous avons les solutions ici. Le problème, il faut savoir écouter pour comprendre. Celui qui en a la responsabilité, il peut être coupable demain de n'avoir mis en déficit, et avec tout ce que cela, le drame humain que ça peut comporter. Il va pas le Lorsque vous êtes élu aujourd'hui, vous avez la volonté politique. Je ne crois pas que, quelle que soit la femme ou l'homme politique qui fait de la politique, n'a pas une volonté de développement, qui n'a pas une volonté d'aménagement, n'a pas une volonté de ceci, une volonté de cela. Le problème, il est confronté à l'administration, il est confronté à les moyens financiers, il est confronté à des textes de loi qui, je ne dis pas l'empêche, qui restreint et qui nous sommes confrontés réduit cette volonté politique de pouvoir faire. Quel qu'il soit, arrêtons de raconter des histoires au peuple que celui qui est à l'extérieur peut toujours, ou celui qui rentre brusquement dans l'opposition, il se dit, mais l'autre qui prend les rênes, il a mis un déficit. On peut pas. Alors, dès le lendemain, j'ai mis un déficit. Comment, dès le lendemain, puis-je mettre en déficit? Dès le lendemain, je dis que j'ai trouvé un déficit et je prouverai que nous avons trouvé un déficit après avoir réglé toutes ces factures qui n'ont pas été payées. Le temps de l'émission est arrivé à terme. C'est un débat qu'il faudra qu'on reprenne un autre jour. Donc, le temps est court. On a une contrainte horaire. On a une contrainte financière, on a une contrainte administrative, on a une contrainte légale. Et ça aussi, il faut que le Martiniquais, quel qu'il soit, puisse l'entendre. Merci. Parole coûte fini vite. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre émission. Mais il faut qu'on puisse échanger et mettre la vraie vérité sur la table concernant cette notion de la protection sanitaire de la Martinique. Merci encore, à très bientôt. Merci.